Donc, cet atelier parle de l'apprentissage par renforcement qui nous est offert par Armin, qui a un doctorat en ingénierie biotechnique à l'Université de Montréal, la Polytechnique par exemple de Montréal, et qui fait aussi partie de l'équipe de IA et qui parle aussi fait équipe avec Aïkom Pato. Merci Armin de te joindre à nous aujourd'hui. On se réjouit d'en apprendre plus sur l'apprentissage par renforcement et ensuite on passera à une belle pause pour tous. Juste un autre rappel, pour ceux qui veulent écouter la session en français, n'hésitez pas à utiliser l'interprétation au bas de la page où Julie, notre fabuleuse traductrice, pourra vous offrir le service en français. Merci encore, Julie. Thanks, Monica, for the introduction. I'm going to share my screen. So you can see my screen. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, hein? Okay. So, Donc, la semaine dernière, on a parlé de l'apprentissage par renforcement. Donc, ici, un petit résumé avant de continuer. Donc, l'apprentissage par renforcement, c'est d'apprendre à faire des décisions en fonction de l'interaction avec son environnement. On a aussi parlé du retour, en fait, de quand on arrive à discarter les différentes récompenses cumulatives qu'on distingue par la variable GT. Aussi, on a ce qu'on appelle la politique. Donc, en fait, le mapping, hein, l'illustration des états à l'action, aux actions. On avait parlé justement de voir comment on arrivait à développer le comportement, comment évoluer le comportement au fil du temps. Et finalement, l'état, la fonction état et valeur, donc la fonction state value en anglais, c'est le retour que l'on croit recevoir, le retour attendu à un état spécifique qu'on dénomme avec la variable pi. Ensuite, la fonction action value, la fonction Q, hein, valeur action, c'est le retour que l'on attend à un état spécifique après une action spécifique. Et finalement, la politique optimale, qui est la meilleure politique, donc soit la politique qui maximise, qui optimise la valeur action ou l'état valeur, la fonction état valeur, state value, et aussi qui optimise en fait son retour. Donc, on a justement comme background, on a l'agent qui interagit avec son environnement et ensuite une action est posée et le retour de l'environnement sur l'agent. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, on veut savoir comment découvrir la politique optimale. Donc, il y a deux façons d'optimiser, en fait, ou de maximiser la fonction Q ou la fonction d'action. Donc, dans ce cas-ci, on utilise l'optimisation de la fonction Q. La solution, en fait, s'appelle le Q-learning, donc l'apprentissage Q. Donc, c'est un algorithme d'apprentissage itératif. Donc, on voit ici qu'il y a une formule mathématique qui l'explique. Donc, cette explication mathématique nous démontre comment on peut améliorer, en fait, cette fonction Q qui dépend sur l'action et l'état et qui a aussi d'autres éléments. En fait, on voit le taux d'apprentissage, des facteurs à discarter, des récompenses, des retours. Donc, on en a parlé la semaine passée, mais la façon, en fait, d'optimiser ou de mettre à jour, en fait, cette fonction Q à travers l'optimisation. La fonction Q peut être illustrée avec la fonction d'apprentissage Q. Donc, on voit ici dans la formule, dans la table Q, on a les états et les actions. Donc, pour chaque action et chaque état, on a une valeur Q.
d'apprentissage. Donc, au stade d'entraînement, d'apprentissage de la machine, on partage les différentes données qui démarrent tous à 0, mais plus on va apprendre, plus on obtiendra des valeurs, en fait, à différents niveaux. Donc, la table Q sera évidemment mise à jour au fur et à mesure de l'évolution, en fait, de l'apprentissage. On a aussi les concepts d'exploration et d'exploitation. Donc, quand un agent est dans un environnement où il voudrait apprendre, donc, il se passe une mise à jour de la politique, mais en même temps, l'agent doit interagir avec l'environnement parce qu'il y a certains États qui n'ont pas été explorés. Donc, il nous faut ajouter, en fait, un processus en plus pour l'agent pour qu'il puisse être en mesure d'explorer son environnement. C'est ce qu'on appelle la fonction exploration, qui, en fait, vise à augmenter les connaissances en sélectionnant des actions aléatoires. Aussi, l'exploitation, en fait, c'est de suivre la politique basée sur les connaissances actuelles. Donc, c'est important d'explorer et d'exploiter afin d'être en mesure de rassembler assez d'informations pour prendre la meilleure décision. Comme un exemple, par exemple, quand on joue un jeu. Quand on choisit de faire un certain mouvement, en fait, dans le jeu, hein, on choisit, par exemple, aux échecs, là, on va changer de position en fonction de ce qu'on croit qui est le mieux. Donc, ça, c'est l'exploration. Et l'exploitation, ensuite, qui se fera ensuite. Donc, au niveau de l'exploitation, on doit avoir des données qui permettent de sélectionner les données qui nous permettront de calculer les probabilités, en fait. Donc, avec probabilité, donc avec la variable epsilon, on peut choisir une action aléatoire qui s'appelle donc l'exploration. Avec une probabilité 1 moins epsilon, on sélectionne donc une action basée sur la politique, ce qui se nomme donc dans ce cas-ci exploitation. L'epsilon diminue au fur et à mesure que l'épisode se produit, ce qui veut dire que l'agent commence à un point A et passe à travers différents états pour un nombre limité d'itérations qu'on définit dans la programmation. C'est ce qu'on appelle un épisode. Ça peut aussi être quand l'agent atteint la cible. Donc, l'epsilon va donc diminuer ou en fait, on va développer un processus pour que l'epsilon diminue au fur et à mesure qu'on avance, en fait. Le pseudocode pour l'apprentissage Q, le Q-learning, donc, on initialise la fonction Q de façon aléatoire et on répète pour chaque épisode. Donc, on choisit un nombre spécifique d'épisodes et ensuite, on suit ce procédé. Par exemple, on initialise à la position aléatoire S et on répète pour chaque étape de l'épisode et on choisit une action A basée sur l'état de la valeur Q. Et quand l'agent passe à l'action et reçoit une récompense et donc passe à la prochaine étape et se retrouve dans la prochaine étape, la valeur Q va donc être mise à jour. Donc, on a une espèce de cycle continu jusqu'à ce que le nombre d'itérations ou d'épisodes définis soit atteint. OK, donc, pour ce qui est de l'apprentissage par renforcement profond, donc deep learning, donc on a différentes variables. On a l'agent, l'environnement, la récompense, l'état d'observation. Mais au début, en fait, on a un réseau qui nous illustre, en fait, l'état jusqu'à l'action. Donc, si on passe ici avec l'apprentissage normal de base de Q-learning, on a dans la table Q, hein, qu'on voit ici les actions et les valeurs, tandis que dans le deep learning, on voit en fait une map beaucoup plus
approfondie, en fait. Et ça nous permet de voir à l'intérieur, en fait, du réseau neuronal, comme l'architecture, en fait. And a company called Donc, DeepMind has la used compagnie, oui, DeepMind, justement, ont utilisé donc l'apprentissage comme ça profond pour modéliser les modèles ici qu'on voit chez DeepMind. Je vais vous partager maintenant un code dans la messagerie. So I share the link. And I'm going to share. Donc, je vais juste vous partager mon écran. So you can Vous voyez see mon this. écran, oui. So so Q-learning in Donc, GIM. So l'apprentissage Q, donc Q-learning, avec la plateforme GIM. Donc, j'ai essayé de trouver un exemple qui pouvait s'aligner avec les diapositives que je vous ai partagées. Donc, un exemple simple en utilisant le Q-learning dans un environnement GIM. Donc, les codes sont utilisés avec des bases de référence que je vous ai joints ici. Donc, on a une partie du code ici qui a la fonction render qu'on voit ici. Si cette fonction ne fonctionne pas dans Colab, vous pouvez donc utiliser Jupyter pour cette fonction .render, hein, pour normaliser l'environnement. Quand on n'a pas de Q-learning, on n'a donc pas de mise à jour des politiques et donc pas d'action aléatoire disponible. Donc, quand on utilise le Q-learning, on se dirige plutôt vers une politique optimale et son développement et l'action qui résultera en la plus haute récompense, en fait. La bibliothèque GIM, en fait, qui est offerte par OpenAI, nous offre la base minimale nécessaire pour avoir l'interaction d'un agent avec l'environnement. Et on voit ici qu'il n'est pas nécessaire de simuler un environnement dans plusieurs situations. Donc, vous pouvez tout simplement installer la totalité ici. Ici, vous pouvez y accéder sur Jupyter. Et il y a ici certaines bibliothèques que vous pouvez importer, en fait, qui sont de bonne valeur ici pour ce que je vous démontre. Donc, un exemple de l'environnement, on a le problème taxi. On peut simplement coder ceci dans le GIM et l'utiliser. C'est donc un environnement de base, un environnement discret, avec un nombre limité d'actions possibles. Et donc, le but, c'est que l'agent, le taxi, dans une voiture automatisée, soit en mesure de ramasser un passager et le déposer à son point d'arrivée. Donc, on utiliserait ce code ici pour visualiser notre environnement. On importe GIM et on lui crée son environnement avec .env et on fait une réinitialisation avec la fonction reset. Et voici qu'on nous démontre l'environnement. Donc, ça, c'est la structure de l'environnement qu'on voit ici. Donc, R, G, Y, B, c'est les différents lieux où se trouvent les passagers. Bleu symbolise les passagers. Et les différents lieux où se trouvent les passagers. Le jaune représente un taxi vide. La couleur magenta, la destination. Et la couleur quand la couleur verte représente un taxi qui est plein. Donc, la structure de cet environnement a 6 actions, en fait, que le taxi peut faire. Donc, par exemple, se déplacer vers le sud, le nord, ramasser un passager, laisser un passager à destination. Donc, les actions.
sont identifiés en commençant par 0 en allant jusqu'à 5. Donc, si, par exemple, dans les États qu'on en a 25 locations où se trouve le taxi, ça se trouve un taxi, par exemple. Donc, on a 5 par 5 ici dans mon graphique, mon illustration. On a 4 lettres qui correspondent au lieu où se trouvent les passagers. Et pour chaque passager, le taxi peut être plein ou vide. Donc, 5 différents cas. Et quand on fait cette multiplication, on atteint le résultat de 500 différents états. Quand on inscrit les codes des différentes syntaxes de la bibliothèque JIM, vous allez pouvoir accéder à ces codes et trouver vous-même. Et l'action ici, l'action se retrouve à 6 et l'état 500. Donc, ce qui est important de savoir par rapport à la récompense, c'est que le taxi reçoit moins 1 comme récompense pour chaque mouvement. Et s'il réussit à déposer un passager à sa destination, il reçoit un score de plus 20. S'il fait quelque chose d'illégal, moins 10. Donc ici, voici où le Q-Learning commence. Donc on a parlé du code de Q-Learning. Là, on veut le voir en action. Donc, les hyperparamètres du modèle. Plus tard, vous allez pouvoir explorer plus en profondeur, en fait, tout ce qui est question code. Mais ici, je passe brièvement. On a des hyperparamètres ici, les paramètres du modèle. Donc, la première étape en Q-Learning, on initialise donc la table, le Q-table. Et pour être en mesure de suivre l'évolution d'epsilon, la variable epsilon et les récompenses d'apprentissage, on va vouloir inscrire ici en créant 2 listes. Donc, le processus d'entraînement performe en suivant ce cycle ici, qu'on appelle le loop ici, avec 4 différents épisodes. Chaque épisode, dans chaque épisode, l'agent sélectionne une action. Et l'action peut être sélectionnée aléatoirement ou choisie en fonction de la politique actuelle. Donc ici, par exemple, la politique actuelle, on va choisir la variable epsilon. Donc l'action va être choisie quand l'état optimal est atteint. Donc par exemple, on choisit toutes les valeurs entre 0 à 5 et en passant par la prochaine étape. Donc epsilon est choisi de façon aléatoire avec une valeur entre 0 et 1. À cette étape, l'agent passe à l'action, pose une action, et basé sur cette action, on va observer une récompense qui lui permettra de passer à la prochaine étape, à son prochain état. Quand l'agent reçoit sa récompense, la fonction Q ou la table Q sera mise à jour et on aura l'expression mathématique ici en code, celle qu'on a vue un peu plus tôt sur les diapos. Donc, le retour ici qu'on voit sous mon curseur, qui est le nombre total de récompenses. Et on voit que ça, c'est complètement en alignement avec la fin de l'épisode. Ce qui est important, en fait, l'epsilon pour chaque épisode n'est pas le même. On doit augmenter la probabilité de sélectionner une action basée sur l'exploitation ou basée sur le désir d'avoir la fonction d'apprentissage Q à son plus haut degré. Donc, on doit diminuer la probabilité de la sélection d'actions aléatoires pour surpasser, en fait, les différents états observés. Donc, voilà ce qu'on utilise ici comme formule, ici sous mon curseur, pour obtenir ces données
Et ici, à la fin, c'est simplement pour faire le suivi, en fait, des différentes récompenses et les états qui sont atteints. On peut visualiser les résultats suite à la fin de cette démonstration, de cet apprentissage. Et on voit, en fait, les différentes récompenses qui ont été reçues par l'agent au fur et à mesure de l'évolution des différents épisodes. On voit ici sur l'axe Y que la récompense totale à travers l'apprentissage a finalement atteint 0. Ça veut dire que l'agent a appris comment atteindre, en fait, ou a appris à atteindre la récompense la plus élevée. Et on a aussi une diminution de valeur au niveau de la variable epsilon au fur et à mesure de l'évolution. Donc, je crois que c'est tout pour l'instant pour la présentation de l'apprentissage par renforcement au côté théorique et les codes qui peuvent être implémentés, programmés dans leur forme la plus simple. Merci, Armin. Super. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'il y a des questions de notre audience? There's one question there, Armin. I'll let you answer. Yeah, can you explain discount factor? Do you need to update discount? A discount factor means the Donc, est-ce qu'on peut expliquer ce qui est un facteur à discarter? Ce n'est pas relié à la récompense dans le moment. Par exemple, l'exemple humain, on choisirait peut-être dans le moment de ne pas faire une action, de ne pas poser une action afin d'atteindre un objectif dans le futur. Donc, en fait, en discartant certaines valeurs dans le moment, on obtient une plus haute valeur. En fait, on augmente la valeur de certaines récompenses dans le futur, en fait. Vous pouvez vous informer vous pouvez explorer un peu plus au niveau de la documentation à ce niveau, si vous voulez en apprendre plus, mais à ce que je sache, non. Comment peut-on interpréter les hypothèses à la fin? Donc, l'hypothèse la plus importante est la récompense. Donc, au fur et à mesure des récompenses, l'agent apprend à rassembler un maximum les récompenses. Et au fur et à mesure des différents épisodes, les récompenses se retrouvent en alignement avec la valeur 0. Donc, parce que la totalité des récompenses optimales, c'est 0, 0 est bon, en fait, contrairement à nos références habituelles. Suite à un nombre d'épisodes X, l'agent apprend comment il peut atteindre un maximum de récompenses. Dans l'application réelle, dépendamment de l'application qu'on veut faire, on doit traduire, en fait, ce que représente, en fait, la récompense, le haut taux de récompense. On doit trouver comment traduire ça en fonction réelle et utile, en fait, pratique, ce que ça représente, en fait, pour le projet sur lequel on travaille, en fait. Donc, il doit y avoir une traduction, en fait, de ces données-là dans leur application réelle. Une autre question, quel est le temps moyen requis pour l'apprentissage d'un modèle, en fait, pour former un modèle? Moins d'1 minute dans ce cas-ci. Mais si on augmente le nombre d'épisodes, évidemment, ça va requérir un peu plus de temps. Parfois, on a des problèmes qui sont plus complexes pour l'agent, pour l'apprentissage de l'agent. Ça lui prend plus de temps à explorer son environnement. Donc, ça dépend de la complexité de l'environnement et des autres valeurs d'épisodes et compagnie. Donc, Q-Learning, ce n'est pas le seul moyen de former un agent, mais c'est un des plus simples, les plus de base, en fait. Merci beaucoup, Armin. C'est super atelier. On apprécie le temps que tu as investi.